Peut-être que je commence en tout cas et je vous laisserai ensuite la parole, Marine et Ryan. En tout cas, ravie d'être ici. Je voulais présenter un tout petit peu le contexte avant de laisser la parole à nos deux co-animateurs. Pour me présenter, je suis Sigrid Berger, je suis la fondatrice de Profil Public. Concrètement, moi à la base, je viens du service public et après 5 ans en fait passés au sein du secteur public, j'ai lancé justement Profil Public, donc une plateforme d'emploi pour en fait vraiment réenchanter le recrutement du secteur public. Peut-être qu'on passera sur les notifications ensuite, mais l'idée, en fait, c'est vraiment de renouveler l'approche du recrutement et concrètement, on est une plateforme, j'allais dire, à mi-chemin entre une plateforme média pour redorer l'image du secteur public et à mi-chemin entre une plateforme d'emploi pour aider les organisations du secteur public à développer leur attractivité et aussi les candidats, justement, à trouver le job qui leur correspond au sein du secteur public. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous anime, c'est vraiment rejoindre le secteur public demain avec ou sans concours. Juste en termes de forme, je vais revenir un tout petit peu. C'est bien de laisser vos micros, en tout cas, coupés pour ne pas interférer, en tout cas, avec les trois intervenantes ensuite. Vous pouvez laisser vos caméras allumées, mais par contre, sachez qu'on enregistre la webconférence. Donc voilà, il y aura un replay. Donc si vous ne voulez pas apparaître à la caméra, vous pouvez aussi l'enlever. Et n'hésitez pas, en fait, tout au long de la webconférence, à poser vos questions dans le chat, dans le petit onglet « Converser ». Comme ça, on prendra aussi les questions au fur et à mesure parce que l'idée, c'est que ça soit aussi interactif et que vous puissiez poser vos questions à nos trois intervenantes ce soir. Donc, je laisse la parole à Marine et à Ryan qui co-animent cette webconférence et qui font partie du programme ambassadeur de Profil Public, un programme qui vise justement à nous aider, en tout cas au sein de Profil Public, à co-animer des webconférences sur le sujet du secteur public. Et on a 12 jeunes ambassadeurs qui sont dans des écoles diverses et variées et qui justement nous aident sur ce programme de webconférence et justement à réfléchir aussi ensemble au secteur public de demain. Donc, je vous laisse la parole, Marine et Ryan. Parfait, merci beaucoup Sigrid pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir organiser cette webconférence. Pour me faire une rapide présentation, je m'appelle Ryan Boussaïri, je suis en 3e année à Sciences Po Lille et j'étais en stage du coup chez Profil Public pendant 6 mois, donc ça s'est arrêté en janvier et j'aspire à travailler peut-être dans les collectivités territoriales, donc je réfléchis à passer les concours et c'est pour ça aussi donc, le sujet de la webconférence. Marine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis ravie également de mener cette webconférence avec Ryan, donc mon binôme, vous l'aurez compris. Pour ma part, je suis étudiante au CIFOP, je suis en Master 2, GRH et Management Public, et je suis également apprentie au secrétariat général du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, au bureau des transformations RH. Alors, vous l'aurez compris, notre thème, c'est rejoindre le secteur public demain, avec ou sans concours, c'est demain. Donc du coup, voilà, désolée pour la petite erreur. Comme le disait Sigrid, n'hésitez pas, on a 3 intervenantes de qualité, on prendra vos questions au fur et à mesure et dans une deuxième partie, on aura aussi la possibilité de vous laisser poser des questions via le chat et Christiane s'occupera de récupérer ces questions. Bonjour Christiane. Alors, on va faire un petit tour de table avec nos intervenantes pour vous les présenter. Si Pauline, tu veux bien commencer à te présenter à nos participants, s'il te plaît. Je suis là, j'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à toutes et à tous, donc, je suis Pauline Chaming. Aujourd'hui, j'occupe les fonctions de directrice adjointe accompagnement et développement des ressources humaines à la région Île-de-France. Je m'occupe d'un programme d'accompagnement managérial en particulier qui s'appelle le Campus des cadres. Ça fait 2 ans et demi que je suis à la région Île-de-France et j'ai commencé à travailler dans le secteur public en 2016 où j'ai intégré la ville de Clermont-Ferrand sur des fonctions également RH. Donc vous l'aurez compris, un profil très ressources humaines. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Moi en tout cas, avant d'y travailler, ça ne me parlait pas du tout. Donc peut-être que je donnerai envie à certains, je l'espère en tout cas. Et on m'a demandé de choisir une petite phrase qui résumait
mon engagement ou la raison de ma présence aujourd'hui, j'ai choisi la phrase suivante: lutter contre l'autocensure et développer les potentiels. Lutter contre l'autocensure parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand j'étais étudiante et où il y a tout un tas de trucs que j'osais pas faire parce que je me disais que c'était pas ma place et que c'était pas pour moi. Donc aujourd'hui, j'essaye d'accompagner notamment les étudiants au travers de diverses interventions et aussi en prépa, puisque je travaille à la Prépéna Égalité des chances de l'ENA, donc prépa intégrée, et aussi au CNFPT avec des candidats plutôt internes qui passent les concours un petit peu plus tard. Et puis développer les potentiels dans la même veine, et puis aussi parce que c'est mon boulot en tant que directrice RH. Voilà pour la présentation. Merci Pauline, on a hâte de t'écouter. Je passe la main à Raphaël. Bonjour à tous, moi je suis Raphaël Senenès, donc je suis toute jeune dans la fonction publique puisque j'ai rejoint l'ENA fin 2018, dont je suis sortie en octobre 2020, et j'ai pris mes fonctions comme chargée de mission auprès de la directrice de la diplomatie économique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je travaille notamment sur des questions de souveraineté économique et de résilience. Et à côté de ça, et dans la même ligne un peu que l'engagement qui anime Pauline, je suis investie dans une initiative sur les réseaux sociaux qui s'appelle Prépa Concours à Plus, qui, comme son nom ne l'indique pas, ne prépare pas qu'au concours à plus, mais je pourrais vous en dire un mot, et qui propose une aide bénévole par de jeunes lauréats au concours administratif auprès des candidats au concours, notamment au concours d'encadrement de la fonction publique. Et pour ma petite phrase, nous n'avons jamais eu autant besoin de serviteurs de l'État. C'est vrai qu'on est confronté à une crise de fond qui est celle de la remise en cause de à quoi sert l'État au fond concurrencé par des acteurs privés, par des acteurs d'un autre niveau, local ou international. Et il me semble que la crise que nous traversons actuellement, celle de la pandémie de Covid, montre aussi combien l'État est pertinent, mais à côté d'autres acteurs, notamment les collectivités. Et ça, on pourra en parler tout à l'heure. Merci à tous. Merci Raphaël. Valérie, c'est à toi. Bonsoir à tous. Merci à Profil Public et puis à toute l'équipe de nous avoir invités. Alors effectivement, donc moi Valérie Georgeot, je vais être la doyenne ce soir de cette webconférence parce que ça fait 30 ans que je travaille. Donc je essaierai de prendre un petit peu de recul. Mais 30 ans comme en alternance entre le privé et le public, j'y reviendrai. Et donc je suis aussi la contractuelle de l'étape. Sachant que j'ai intégré la fonction publique pour la première fois de l'État en 2006 et que j'ai fait des allers-retours depuis et qu'actuellement je suis effectivement de nouveau cadre supérieur dans les fonctions RH à l'État. Ce qui est important effectivement, ce soir, c'est de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, on est là toutes les 3 pour ça. On n'a pas de représentant de la fonction publique hospitalière, mais on pourra en parler aussi un petit peu s'il y a des questions. Et puis enfin, pour ne pas prendre trop de temps, la phrase que j'ai choisie, donc c'est une phrase autour de la diversification et la diversification justement des recrutements. Ça rejoint aussi ce que disaient à l'instant Pauline et Raphaël. C'est que la diversification des recrutements et que les recrutements passent par l'apprentissage, par les concours, par les contractuels ou par les personnes en situation de handicap, etc. Ou les annonces récentes du président de la République sur tout ce qui est égalité des chances, etc. C'est vraiment une richesse évidemment individuelle, puisqu'on s'enrichit des compétences des autres et des échanges humains qu'on a avec les autres. Et puis c'est surtout un enrichissement des compétences au service des collectivités, des hôpitaux, de l'État et donc du secteur public. Donc voilà, moi pour ma part, j'ai pendant quelques années accompagné aussi les étudiants dans leur préparation au concours. Bien qu'étant contractuelle, et notamment les étudiants du Pacifique Sud qui sont un peu isolés. Je pense aux Néo-Calédoniens et aux Polynésiens qui préparaient les concours de la fonction publique et que j'ai très longtemps accompagnés. Voilà. Merci beaucoup Valérie, on a hâte de vous écouter et merci beaucoup pour ce petit détour en Polynésie française.
Alors, pour commencer, on vous a fait un petit schéma pour vous présenter les 3 fonctions publiques parce qu'on imagine bien que tout le monde n'est pas forcément sensibilisé à ça. On ne va pas vraiment présenter tous les concours, mais l'idée, c'est vraiment de vous donner en fait un exemple sur quelques concours de catégorie A, avec, vraiment qui nous paraissent en fait assez intéressants pour des étudiants d'un niveau master, en sachant que bien entendu, vous avez d'autres concours dits de catégorie P et de catégorie C. Alors, c'est vrai que souvent, on parle de la fonction publique et en réalité, la fonction publique, elle s'organise autour de 3 versants, comme vous pouvez le voir, avec l'idée commune toujours de servir l'intérêt général. Il y a certaines spécificités dans le secteur public et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui et que nous allons bien sûr en parler, mais il y a des concours, bien entendu, à l'issue desquels les lauréats reçoivent une formation dans une école d'administration. Vous avez des concours de type ENA, comme vous pouvez le voir, des concours d'administrateurs pour les postes plutôt de hauts fonctionnaires pour la fonction publique d'État. Vous avez aussi l'INET, l'Institut national des études territoriales, pour la fonction publique territoriale, comme son nom l'indique. Et enfin, le concours dit EHESP pour devenir directeur d'hôpital. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez une strate des concours dits d'attachés. Donc là, on vise les concours connus des instituts régionaux d'administration, qu'on nomme plus communément IRA, pour devenir attaché d'administration de l'État. Alors, dans la fonction publique d'État, avec des postes en administration centrale des ministères, bien sûr, et en service déconcentré également d'autres ministères, et je pense notamment à l'éducation nationale. Ensuite, pour la fonction publique territoriale, vous avez l'INSET, l'Institut national spécialisé d'études territoriales, avec le concours d'attaché territorial. Et pour la fonction publique hospitalière, cette fois-ci, le concours d'attaché d'administration hospitalière. Vous avez de nombreux autres concours d'accès à la catégorie A qui existent dans la fonction publique d'État. Ils sont organisés par chaque ministère recruteur. Par exemple, je pense notamment au concours d'inspecteur de la fonction, des fonctions publiques. Donc voilà, il y a aussi les douanes qui sont organisées notamment par le ministère des Finances. Donc voilà, tout un tas de concours. Alors, nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc là, on va plus vous poser des questions à nos intervenantes que nous sommes ravis d'avoir parmi nous ce soir et on espère que vous aussi. Pauline, on va commencer avec toi. On t'a préparé quelques questions. C'est vrai que tu as obtenu donc ton master à Sciences Po. Tu as fait une année complémentaire de préparation au concours administratif. Et ensuite, tu as intégré la grande école de la fonction publique territoriale, qui est l'INET, dont nous venons de parler. Est-ce que tu pourrais nous dire dans un premier temps pourquoi est-ce que tu as choisi de rejoindre la fonction publique territoriale ? Alors oui, je me suis un peu construit une histoire autour de ça, donc c'est un peu romancé, donc vous m'excuserez. Mais je pense que je l'ai quand même un peu vécu de cette manière-là. Et la réponse, elle n'est pas évidente, elle est complètement par hasard. Donc voilà, ça peut paraître un peu déconcertant. Moi, j'ai été prise comme beaucoup d'étudiants qui osent préparer les concours, parce que ça déjà, c'est un premier pas à se dire j'ai envie, j'en suis capable et j'y vais. J'ai été prise dans ce truc où, en fait, au bout d'un moment, vous préparez des concours, et à aucun moment derrière, vous n'avez réfléchi sur mais concrètement, 7 heures par jour, je vais faire quoi de mes journées? Donc moi, je préparais bien scolairement mes petits concours, tout se passait très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai raté. C'est-à-dire, principalement, j'ai raté l'ENA. Sauf que ce qui s'est passé quand j'ai raté l'ENA, c'est que non seulement j'étais pas triste, mais j'étais plutôt heureuse et j'étais plutôt soulagée parce que je me suis rendu compte très tard dans ma préparation qu'en fait, j'avais pas du tout réfléchi au métier et que même si la diversité des métiers à la sortie de l'ENA est extrêmement importante, sur le panel de ce qui était possible, il y a en fait très très peu de métiers qui suscitaient mon intérêt et en réalité les seuls métiers qui suscitaient mon intérêt, c'était ceux à la mairie de Paris en fait ou dans la préfectorale. Et là je me suis dit c'est quand même bizarre, il y a quand même un lien entre ces trucs-là, c'est que ça se passe sur un territoire et c'est très voilà, on est plutôt sur une échelle territoriale. Voilà, parfois, quand vous êtes embarqué dans un processus de concours, vous passez plein de choses et puis vous n'avez pas pris le temps de réfléchir.
Et il se trouve que juste après l'ENA, il y avait le concours de l'INET. Donc, j'y suis allée, comme d'habitude, bien gentiment, bien scolairement. Cette fois-ci, c'est passé. Et là, il y a eu le moment de la grosse remise en cause entre les écrits et les oraux où je me suis dit, OK, donc là, dans 2 mois, tu vas devoir défendre une candidature sur un métier auquel tu ne connais rien, sur un secteur d'activité et puis des politiques publiques sur lesquelles tu n'as absolument aucune connaissance parce qu'en plus, souvent, les prépas sont quand même assez axés État. Donc, même si on a un vernis de connaissances sur les collectivités, on est quand même bien loin du terrain. Et je n'avais pas spécialement fait de stage non plus. Et donc, du coup, là, j'ai respiré un grand coup. J'ai appelé plein d'administrateurs. Heureusement, on m'a donné un peu des contacts pour que les personnes me racontent un peu leur quotidien professionnel. Et en fait, en 1 mois et demi, j'étais complètement embarquée. Alors, expérience à ne pas reproduire chez vous, évidemment. Mais voilà, j'étais complètement embarquée. Et en fait, ça a fait absolument sens pour moi. Et c'est pour ça que j'ai choisi la fonction publique territoriale, en tout cas. Sur le choix plus large de la fonction publique, je ne peux pas vous expliquer pourquoi exactement, mais ça a toujours fait beaucoup plus sens pour moi de travailler dans le secteur public. Et un truc qui est très important pour moi aussi, c'est de contribuer au bien public, évidemment, mais de voir de manière assez claire ce pourquoi on travaille. Et la territoriale, pour ça, même si c'est un peu cliché, c'est vrai. À la ville de Clermont-Ferrand, par exemple, j'ai travaillé en RH, bien sûr, mais j'ai travaillé sur un certain nombre de projets. Par exemple, le maire voulait mettre en place un centre d'initiation à l'art contemporain pour les tout-petits. On a construit des équipements culturels, on a construit des écoles. Et à chaque fois, moi, mon job, c'était de mettre le personnel en face, de le former et de gérer les transitions aussi pour certains. Et voilà, c'est un peu basique, mais quand le Centre pour l'art contemporain a été inauguré, je me suis dit, tiens, voilà, ça a été fait en partie grâce à toi et c'est extrêmement gratifiant d'une part, et puis on a vraiment ce sentiment d'utilité quotidienne et voilà, et très visible en fait, qui moi m'a vraiment convaincue sur le secteur public local. Merci beaucoup, Pauline, pour toutes ces informations. C'est vrai que la fonction publique territoriale, parfois, on parle plutôt de la fonction publique d'État. Alors, c'est bien qu'on puisse avoir un voyage. J'aurais une deuxième question. Tu as fait une prépa. Pourquoi est-ce que des étudiants devraient, ou pas d'ailleurs, se tourner vers une prépa ? Alors, moi, j'ai fait une prépa, j'ai préparé des concours A et des concours A+, mais j'ai quand même axé ma préparation sur les concours A+. Même si mon master, enfin moi, j'ai eu vraiment, je le dis tout le temps à mes étudiants, voilà, moi, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée au bon endroit au bon moment et j'avais des profs qui croyaient en moi et 2 qui connaissaient très très bien le système. Et en fait, la réussite au concours, alors oui, il y a du bachotage, il y a de l'apprentissage par cœur, il faut bosser, ça c'est clair. Mais pour moi, le vrai facteur discriminant des concours, c'est est-ce que j'ai compris les attendus et est-ce que j'ai compris la manière dont fonctionnent les épreuves ou pas. Et ça, même si vous avez fait le master qui va bien en politique publique, etc., c'est parfois un peu compliqué. Et l'année de prépa, elle permet quand même de se sentir cadré, d'apprendre, certes, le corpus, je vais dire, universitaire qu'il faut maîtriser, mais aussi de s'entraîner et de prendre le temps, en fait, de faire ça correctement. Alors, tout le monde ne peut pas, et ça, j'en ai bien conscience, passer 1 an de sa vie pour diverses raisons, parce qu'il y a des candidats au concours qui travaillent à côté. S'ils sont internes, il y a des dispositifs spécifiques, mais voilà, tout le monde ne peut pas dédier ce temps. Et il y a d'autres manières de le faire, donc peut-être tout à l'heure. Néanmoins, cette année intense de préparation, elle est quand même utile pour maîtriser les fondamentaux des épreuves. Moi, ce à quoi ça m'a servi aussi, c'était un peu mon histoire de prise de conscience avec l'ENA dont je vous parlais, c'est que finalement, moi, j'étais externe, voilà, étudiante, jeune étudiante, j'avais bossé évidemment. Mais je me représentais encore assez mal les métiers du secteur public. Moi, ça ne me parlait pas du tout. Pour moi, quelqu'un qui bossait en mairie, c'est quelqu'un qui délivre des passeports. Voilà, c'est la seule image que j'avais de quelqu'un qui bosse dans une mairie. Et en l'occurrence, je ne comprenais pas bien ce que je venais faire là-dedans. Et en fait, cette année, elle permet aussi, et elle doit être utilisée, à mon sens, par les candidats pour faire des enquêtes métiers, vraiment réfléchir en termes de métier, de ce que vous allez faire tous les jours. 42, peut-être même plus longues années,
ou pas d'ailleurs, hein, puisqu'il y a plein de profils qui s'en vont, qui viennent. Voilà. Mais en tout cas, sans se mettre comme ça un plan de carrière à 42 ans, parce que plus personne ne fait ça, je pense, c'est quand même un moment utile pour se dire, dans les 3, 4, 5 prochaines années, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'être sur un métier davantage technique, d'expertise? Est-ce que j'ai envie de manager des équipes? À 23 ou 24 ans, c'est compliqué de se figurer ce que c'est que de manager une équipe, et l'année, elle est aussi utile. Elle est aussi utile pour ça. Après, il y a toute la question du choix de la prépa, comment choisir, mais je pense qu'on pourra y revenir ultérieurement. Merci beaucoup, Pauline. Non, c'est vrai que c'est un sujet qui suscite des interrogations et c'est important, je pense, pour les étudiants qui nous écoutent ou même des personnes qui sont intéressées, bien entendu, puisqu'on n'a pas que des étudiants, voilà, de se poser les bonnes questions et c'est vrai que c'est très important que tu le soulignes. Enfin, j'ai une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la valeur ajoutée cette fois-ci d'une école de post-concours? Oui, alors moi j'ai eu la chance effectivement en ayant réussi le concours de l'INET en fin 2015, d'intégrer l'INET en... Non, attendez, je me trompe dans les années. Oui, voilà, j'ai intégré l'INET en 2015, c'est vieux maintenant. Ça me paraît être il y a très longtemps, mais en fait pas tant que ça. L'INET, qui est une école du service public qui est basée à Strasbourg et qui propose une d'ailleurs c'est obligatoire, hein, pour les personnes qui réussissent le concours d'administrateur territorial, de passer 18 mois de scolarité pendant lesquels on alterne des apprentissages tout à fait pratiques sur les politiques publiques, sur le management et sur la posture. Et ça, c'est vraiment super important. Et on alterne aussi des périodes de stage et des périodes aussi qui nous permettent de nous constituer un réseau professionnel, puisque l'INET a ça de particulier que quand on sort de cette école, on n'a pas un poste qui est préfléché pour nous, mais en fait, on doit se remettre sur le marché du travail, un peu comme dans le privé. Ça fait d'ailleurs peur à beaucoup d'étudiants, mais je serais à même de vous rassurer là-dessus. Donc, on doit chercher son job. Et moi, je trouve que c'est à la fois une liberté incroyable parce que si vous voulez être directeur des finances dans les Alpes-Maritimes ou si vous voulez être chargé de mission auprès d'un directeur général d'une commune de petite couronne parisienne, tout ça est possible. Par contre, ça demande, et notamment pour les candidats, pour les apprentis administrateurs, on va dire, qui sont plus jeunes, ça demande à la fois des apprentissages et ça demande aussi de se poser pour réfléchir à ce qu'on veut. Pareil, moi, quand je suis arrivée, je n'avais absolument aucune idée de si je voulais rester à Paris, si j'avais envie de partir, pourquoi faire, où est-ce que je me sentais d'aller aussi, sur quel type de poste. En fait, c'est compliqué de rentrer dans une école du service public à 23 ans et se dire demain, je vais être directeur général de collectivité. Enfin, moi, c'est un truc. Il y en a comme ça, mais moi, en tout cas, je n'étais pas du tout comme ça. Donc, moi, j'avais besoin de découvrir les métiers et de taper au bon niveau de poste, là où à la fois je serais à l'aise et où je pourrais donner le maximum par rapport à ce que j'ai appris. Et ça, c'est vraiment la grosse, à mon avis, hein, l'intérêt principal des écoles de service public, que ce soit l'INET, l'ENA, le HESP. Il y a aussi une école de la sécurité sociale, par exemple, et peut-être d'autres que je ne connais pas. Là où, par contre, sur le concours d'attaché territorial, la formation initiale est beaucoup plus légère et il n'y a pas ces 18 mois de formation. Moi, en tout cas, voilà, ils m'ont servi à me positionner, à me rassurer aussi. Et un point très important dans mon métier, en tout cas, c'est peut-être un peu moins le cas dans d'autres, mais un peu comme les directeurs d'hôpitaux, en fait, les administrateurs, quand ils sortent de l'école, à 95%, ils vont encadrer une équipe et souvent, ils vont encadrer de grosses équipes. Je pense à certains postes, par exemple, sur le domaine de l'éducation, de la petite enfance, où il y a parfois, vous avez 200, 300 personnes qui travaillent pour vous, en tout cas sous votre direction. Et si ce n'est pas accompagné, déjà, c'est quelque chose qui peut donner lieu à beaucoup d'autocensure, parce que je pense qu'il y a assez peu de gens qui se disent comme ça naturellement, bah, tiens, je vais aller encadrer 300 personnes, enfin, ça fait juste flipper, hein, soyons honnêtes, et qui nécessite aussi d'acquérir des compétences. Moi, je pense que le management, c'est quelque chose qui... On a envie, on n'a pas envie, mais c'est évidemment quelque chose qui se bosse. Et du coup, ces périodes d'immersion, de stage, d'apprentissage avec aussi des collègues de promo qui sont plus âgés, qui ont plus de bouteilles, plus d'expérience, pour les personnes qui sortent d'études, pour moi, c'est un passage absolument nécessaire et obligatoire pour réussir à se situer et
professionnellement et à être serein quand on prend ces fonctions qui sont des fonctions d'encadrement supérieur, parfois à un très jeune âge. Moi, j'ai commencé un peu avant 25 ans, en fait, sur un poste d'encadrement. Ok, bah, merci Juste, beaucoup. si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions que vous avez à Pauline. Comme Je ça, elle sais pourra vous pas répondre du au tout fur et à combien de temps j'ai mesure. parlé, en fait. Donc, Ça va. ça va? Ok, C'est 10 minutes. super. Ah, bah, c'est parfait. Il y a juste une question qui arrive, justement. Et c'est une question de Caroline. Est-ce que le management est la différence fondamentale entre les postes d'attaché A et les postes d'administrateur A+? Alors, je dirais oui et non. Si vous êtes sur un poste A+, à l'État, il y a peut-être un peu plus de postes d'expertise, mais je laisserai Raphaël et Valérie confirmer ça. Dans la territoriale, il y a assez peu de postes de catégorie A+, donc ouverts aux administrateurs, qui sont sans encadrement. J'ai oublié aussi de préciser quelque chose, c'est que le cadre d'emploi des administrateurs, chez nous, ça s'appelle cadre d'emploi, c'est assez joli. On peut vous embaucher en fait quand vous êtes administrateur que dans les collectivités où il y a plus de 40 000 habitants. Donc en gros, ça concerne des villes des grandes villes, des intercommunalités de grande taille, départements tous et les régions évidemment toutes. Donc vous êtes déjà dans des niveaux de collectivité où il y a beaucoup de personnel, il y a un niveau, il y a beaucoup plus de niveaux d'encadrement, il y a plus de stratégie et donc c'est très rare qu'on embauche un administrateur qui n'encadre pas. Et souvent on est plutôt sur des postes dans les très grosses collectivités comme la mienne aujourd'hui, il y a quelques chefs de service, donc c'est des petites équipes d'une dizaine d'agents, mais globalement, vous êtes tout de suite sur des postes de direction et puis après, de directeur général ou directrice générale, etc. Par contre, sur les postes d'attachés, c'est un peu 50-50, c'est-à-dire que la moitié, on peut être sur des postes un peu plus techniques. Et quand je dis technique, ce n'est pas forcément des postes d'ingénieur, parce que c'est encore autre chose, mais plutôt des postes qui nécessitent une expertise financière, une expertise en termes de marché public, en termes de politique publique. On va vous demander d'être un peu plus sur l'expertise, mais ça s'apprend. Ou alors, on est sur des postes de management intermédiaire, c'est-à-dire qu'au-dessus de vous, vous avez la strate dont je vous parlais, plutôt les strates de direction, et vous êtes en accompagnement du changement de manière très proche avec vos agents. Donc, en fait, c'est vraiment vous, l'interlocuteur de proximité des équipes, alors que les directeurs et les DG, qui sont administrateurs, sont un peu plus sur la stratégie. Voilà, si je dois dire ça à grosse maille. Donc, en résumé, il y a de l'encadrement dans les deux. Par contre, un poste d'administrateur à 95% égale un poste d'encadrement, alors qu'attaché, ça se répartit entre expertise et encadrement. Merci beaucoup, Pauline, pour ces éclairages. Je passe la main à Ryan pour la suite. Maintenant, on va s'intéresser davantage à la fonction publique d'État avec Raphaël. Donc Raphaël, Raphaël Sananes, fraîchement diplômé de l'ENA. Tu as fait un master d'administration publique juste avant. Alors nous, on se demandait, est-ce que tu as toujours voulu être fonctionnaire? Alors non, pas du tout. Mais vous vous en doutez. Et moi, quand on a réfléchi aux questions qui pouvaient être posées, je trouvais que celle-ci, c'était intéressant de la poser parce que j'imagine que sur les 53 personnes que nous sommes ce soir, nombre d'entre vous n'ont peut-être pas dit fonctionnaire avant papa et maman et ne rêvent pas depuis toujours d'être fonctionnaire. Donc, en tout cas, moi, c'était mon cas. Quand j'ai passé mon bac, je voulais être avocate. Donc, déjà avec plutôt un souci d'agir pour la collectivité, mais dans ce métier un peu particulier qui est l'avocature, qui est un métier où on exerce un service public sans être véritablement, sans être du tout même fonctionnaire, en travaillant dans le secteur privé. Et puis, en rejoignant la fac de droit, j'ai adoré mes cours de droit public. Donc, un peu par hasard, j'ai atterri en me disant Sciences Po, pourquoi pas. J'ai passé Sciences Po et en fait, j'avais vraiment présenté Sciences Po dans l'idée de me dire je veux être avocate en droit public, mais j'ai besoin de comprendre comment fonctionne l'État pour comprendre comment défendre le justiciable, que ce soit d'ailleurs l'État ou la collectivité ou bien une personne privée, dans ce qu'on appelle des contentieux publics, c'est-à-dire des contentieux entre une personne privée et une personne publique. Donc, j'ai présenté Sciences Po et une fois que j'ai été admise à Sciences Po,
j'étais entourée de gens qui voulaient passer les concours et devenir fonctionnaires. Donc, dans un premier temps, vous vous dites, moi qui suis bien plus originale, je ne vais pas faire ça. Et puis, quand vous mettez un peu votre ego de côté et que vous vous dites que c'est quand même intéressant et que tous ces gens sont quand même intéressés par quelque chose qui est loin d'être dénué de sens, voilà, qui est passionnant. Vous vous dites pourquoi pas. Et c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas fonctionnaire. J'avais par ailleurs fait des stages en administration dans des directions juridiques de ministères. Et c'est vrai que je m'y étais plus beaucoup. Et en fait, en mettant tout ça bout à bout, ça m'a poussée à présenter les concours, donc le concours de l'ENA. Que j'ai passé à la fin de mon M2 un peu en me disant, enfin que j'avais travaillé, mais en me disant, bon, bah, si je ne l'ai pas, j'élargirai à d'autres concours. Coup de bol, j'ai eu l'ENA et voilà comment s'est fait un peu mon entrée dans la fonction publique. D'accord, merci beaucoup. Et justement, je pense qu'une question que se pose beaucoup d'étudiants, en tout cas, comment savoir si la fonction publique est faite pour nous, je peux dire en général. Je crois que moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Pauline et je la rejoins beaucoup. Pour ma part, je ne fais pas de plan sur les 42 prochaines années. Je pense que c'est source de beaucoup de frustration. Et voilà, pour chacun d'entre nous qui est présent à cette conférence, faites un test assez rapide. Demandez-vous ce que vous vouliez faire il y a 10 ans. Donc, si comme moi, vous avez 25 ans, vous allez revenir à une période relativement avancée de votre parcours. Et probablement, là où vous êtes aujourd'hui, vous n'auriez pas envisagé il y a 10 ans y être aujourd'hui. Donc, dites-vous bien que la fonction publique, peut-être que ce n'est pas fait pour vous aujourd'hui, peut-être que vous découvrirez que c'est fait pour vous à un moment. Ce n'est pas quelque chose de linéaire, ce n'est pas une question statique. Vous pouvez faire des passages voilà, dans le secteur public, dans le secteur privé, voire même sur des domaines qui sont en fait très proches. Par exemple, vous pouvez avoir des gens qui rentrent en contractuel dans l'administration, et c'est d'ailleurs une grosse partie de ce débat. On en reparlera ensuite sur des profils très spécifiques, spécialisés, et qui vont ensuite aller proposer cette compétence dans le secteur privé. Savoir si la fonction publique est faite pour vous. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est autour de la volonté d'être utile au plus grand nombre, que vous retrouverez dans une entreprise, mais que vous retrouverez autour d'un intérêt qui est essentiellement celui d'un secteur ou d'un secteur d'activité, d'une filière que vous ne retrouverez pas forcément dans le public, où par définition, vous pouvez embrasser des domaines d'activité très larges tout au long de votre carrière. Et puis, je pense que outre ce qu'on appelle un peu voilà, le sens de l'intérêt général, que j'ai essayé de vous expliquer de façon la plus concrète possible, parce que c'est vrai que ça sonne toujours un peu grandiloquent. Moi, je dirais qu'il faut aussi avoir de la détermination et une forme de patience, parce que c'est vrai que quand vous rentrez dans la fonction publique, notamment la fonction publique d'État, c'est peut-être moins vrai, et Pauline a raison de le dire, en collectivité, notamment dans des plus petites collectivités où entre le moment de la conception et le moment de l'exécution se passe finalement un temps relativement court. Dans l'État, vous pouvez, toute proportion gardée, puisque la période se prête beaucoup à des mesures prises en urgence et exécutées aussi dans l'urgence, avoir un temps qui est assez long entre la conception et la mise en œuvre. Pour ma part, je travaille au ministère des Affaires étrangères, qui est un ministère du temps long, où on essaye d'analyser les rapports de force voilà, sur le long terme. Et il faut en avoir conscience, c'est aussi un intérêt à prendre en compte, notamment quand vous vous dirigez sur les métiers de conception. Je fais une incise à cet égard, mais je rejoins tout à fait ce que disait Pauline. Dans la fonction publique d'État, on est bon nombre d'agents de catégorie A+, à ne pas exercer des fonctions de management. C'est mon cas. Je travaille au Quai d'Orsay, et au Quai d'Orsay, quand vous rentrez comme fonctionnaire de catégorie A et A+, vous commencez plutôt sur des missions d'expertise. D'accord, merci beaucoup. Et là, plus spécifiquement, plus de spécificité sur la préparation des concours, pardon. Quelles sont les clés pour toi afin de réussir les concours de catégorie A ou A+? Oui, alors réveillez-vous tous. J'ai les 5 étapes clés pour réussir les concours à tous les coups. J'espère avoir fait lever des ordinateurs quelques regards. Plus sérieusement,
je crois, et nous, c'est ce qu'on a un peu identifié à l'initiative Prépa Concours A+, qui, comme je vous le disais, prépare au-delà des concours A+, aussi des concours d'encadrement, 5 grandes étapes quand vous voulez préparer et réussir, c'est évident, un concours. Les 5 étapes clés, c'est du coup ficher les manuels, c'est-à-dire que vous les lisez, vous pouvez les surligner si vous n'êtes pas très fichage, mais en tout cas les résumer, s'en imprégner. Les apprendre, ça c'est aussi un temps qui est assez long et fastidieux. Vous pas les connaissances, c'est vraiment la façon de les mettre en pratique. On n'est pas tous nés en sachant faire une dissertation, c'est pas mon cas en tout cas, ou une note de synthèse, ou répondre à des questions à réponse courte. Ce sont des épreuves qui sont très spécifiques et qui nécessitent un entraînement si possible en conditions réelles, et ça rejoint complètement ce que disait Pauline sur l'intérêt d'une prépa. Restez informés, suivre l'actualité, notamment en lien avec le concours que vous préparez, mais pas que. Essayez de savoir ce qui se passe, comment fonctionne l'administration que vous espérez rejoindre, c'est quoi leurs grands sujets, leurs grandes actualités, les grandes mutations de l'État, comment il se réforme. Et puis, dernière étape, mais absolument clé, gardez le moral. Ça veut dire vous gardez une vie quand vous préparez les concours et ne pas désespérer des mauvaises notes. Voilà. Merci beaucoup Raphaël. Je te laisse la parole, Marine, pour la suite. Ok, c'est parti. Valérie, j'espère que tu es prête. Donc, après plusieurs années dans le conseil, tu t'es tournée vers la fonction publique d'État, en passant par la PFRH, le ministère du Budget, la DGFiP, etc. Donc, en tant que contractuelle, pour expliquer à nos étudiants qui ne sauraient pas exactement ce à quoi fait référence, tout simplement, les contractuels sont les personnes qui ne passent pas les concours, et donc ce ne sont pas des fonctionnaires titulaires, mais bien des personnes sous contrat. Valérie, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené en fait à passer du privé au public en tant que contractuelle? Je suis désolé, Marine, et désolé, Valérie. Il y a des J'ai questions. juste une question, ouais, deux questions pour Raphaël. Et vu qu'on a le temps, ça serait intéressant de les poser. C'est parti, Et Valérie. la première question, c'est Mélie qui dit: Bonjour, que recommanderiez-vous pour bien choisir sa prépa? Beaucoup d'entre vous ont fait Sciences Po, mais est-ce possible d'intégrer une prépa en ayant fait un master de droit public en faculté? Et c'est tout à fait possible, figurez-vous, parce que il y a des universités qui mettent en place des prépas au concours. Vous posez une question d'une actualité mais brûlante, puisque dans le cadre des récentes annonces du président de la République à Nantes, donc il y a quelques jours tout juste, et je crois même que c'était le moment où on se rencontrait, Marine, pour justement caler cette intervention et qui se déroulaient dans le même temps, vont être mis en place vraisemblablement des instituts de préparation au concours administratif auprès des universités, avec un système d'appel à manifestation d'intérêt. Enfin bref, si votre université n'avait pas un master carrière administrative, préparation au concours, il est possible qu'elle en mette une en place. Pour les universités qui en ont déjà une, c'est le cas je vais vous parler d'universités parisiennes, je regrette, mais c'est celle que j'ai en tête, Paris 1, Paris 2. Et en région, vous avez des IEP aussi qui mettent en place ces systèmes-là, avec possibilité de passerelle. Je sais que pour Sciences Po Paris, il est possible de postuler directement pour l'année de préparation au concours. Et pour les IEP, vous pouvez candidater en L3 ou bien en M1 ou en M2, mais pour intégrer le master de l'IEP que vous souhaitez rejoindre et faire là 2 ans sur un parcours carrière administrative, en fait, qui vous amènera à préparer les concours. Est-ce que je peux me permettre un tout petit complément? Pardon, je truste les questions de mes collègues. Sur comment bien choisir, il y a aussi un aspect, c'est qu'il y a des très grosses prépas, il y a des moyennes prépas, il y a des petites prépas. Et là, je parle en termes de nombre d'étudiants. Pour avoir fait donc la prépa de Sciences Po, ce qui n'a pas vraiment été un choix pour moi, dans la mesure où c'était la continuité de mes études, et donc j'étais à Paris. Sauf erreur de ma part, on était 600 à préparer les concours. Voilà, moi je suis quelqu'un qui est
assez impressionnée par le nombre de personnes et assez impressionnée par les statistiques de sélectivité. Et du coup, j'ai passé mon année à flipper comme une malade dans la bibliothèque en me disant « tu vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver », tout ça. Et voilà, et donc je n'y suis pas arrivée la première année. Et ensuite, j'ai intégré une autre prépa, puisque c'est tout à fait possible de faire ça. J'ai intégré une autre prépa qui est celle de Paris 1, de l'université Paris 1, qui était plus à taille humaine, mais en fait, j'ai eu les concours assez rapidement, donc j'ai pas beaucoup pratiqué. En revanche, ce que je peux vous dire pour accompagner des étudiants dans la prépa égalité des chances de l'ENA, où il y a une trentaine de personnes, c'est que les cours sont en beaucoup plus petit comité, tout le monde se connaît, il y a une entraide qui est importante, même si cette entraide, elle existe aussi dans les très grosses structures qui ont d'autres intérêts. Sciences Po prépare depuis des années les étudiants à d'excellents résultats, les super cours qui vont bien et tout ça. Ça nécessite quand même d'être très autonome, de se prendre beaucoup en main, puisque plus personne ne viendra vous chercher pour venir en cours le samedi matin, et si vous ratez, bah, tant pis pour vous. Alors que dans les plus petites structures, il y a ce côté promo, il y a ce côté entraide, qui peut permettre voilà, de pallier tout cela. C'est vraiment une question de personnalité, d'état d'esprit. Voilà, moi, en refaisant le truc, je me dis que j'aurais été mieux dans une plus petite structure, moins compétitive, avec plus de diversité de concours. Parce qu'aussi à Sciences Po, il y a un aspect, tout le monde prépare l'ENA et on ne parle pas beaucoup des autres concours, en tout cas pas assez à mon goût. Voilà, donc il y en a pour tout le monde et du coup, il faut cibler en fonction aussi de votre lieu d'habitation et puis de votre style d'apprentissage. Pardon pour cette incursion. Pas de souci. Ben, merci Pauline, merci Raphaël d'avoir répondu à cette question. Valérie, cette fois-ci, c'est vraiment à toi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené justement à passer du privé au public en tant que contractuel? Mais en fait, je ne suis pas passée du privé au public, j'ai toujours été dans le public. C'est étonnant à dire, mais c'est comme ça. Moi, j'ai fait des études comme Raphaël et Pauline, hein, Sciences Po Paris, et en pré-péna, j'étais un peu comme le disait Raphaël tout à l'heure. Alors moi, c'était il y a 30 ans, mais ça, vraiment, ce qui a été dit juste avant, je le partage totalement. C'est-à-dire qu'en pré-péna, je me disais non, je ne veux pas bachoter. Je veux réfléchir par moi-même toute seule comme une grande et pas être comme tout le monde. Et donc, j'ai fait une thèse en sciences politiques et administratives, un doctorat donc. Et effectivement, ça a été des années de bonheur. Et j'ai eu la chance, donc j'ai toujours voulu travailler pour le secteur public. Alors, est-ce que c'est par goût aussi de la politique? Je me souviens quand j'étais petite, j'adorais les débats politiques. Enfin voilà, j'ai toujours été attirée aussi par ça. En tout cas, à l'issue de ce doctorat, moi, je ne savais pas trop quoi faire avec ça, avec cette thèse. Et du coup, c'était la grande époque où le conseil au secteur public démarrait en France. Effectivement, c'est un temps que vous n'avez pas connu, sous les 45 ou 50 personnes qui nous écoutent parce que vous n'étiez pas nés. Mais du coup, c'était l'époque où l'administration, notamment les très grosses collectivités ou l'État, commençait à vouloir faire des choses par des cabinets de conseil. Et je parle bien de conseil et pas de SS2I avec les systèmes d'information et tout ça. Du coup, ils cherchaient, ces gros cabinets de conseil, à recruter des gens qui avaient fait des études de publicistes. Enfin voilà, qui savaient ce que c'était que le statut de la fonction publique, qui savaient ce que c'était un budget public, les règles budgétaires et financières de la fonction publique, qui savaient quelles étaient les missions et l'organisation des collectivités territoriales, etc. Tout ce qu'on apprend quand on est effectivement dans des écoles publicistes, entre guillemets. Du coup, moi, je suis rentrée dans le secteur privé, certes, mais dans des cabinets de conseil pour faire du conseil uniquement au secteur public. Donc moi, j'ai passé plus de temps dans ma vie, à part avoir une fiche de paye du privé, j'allais dire, le reste, je passais ma vie soit en collectivité, soit à l'État, comme consultante. Donc ça, c'est un premier point. Et puis un jour, vous vous dites... c'est plutôt une crise existentielle plutôt qu'un souhait de basculer du privé au public. Un jour, vous vous dites, mais être consultant, c'est bien, mais de quel droit je donne des conseils aux gens alors que moi-même, je n'ai jamais été dans l'opérationnel? Donc, c'était plutôt cette question existentielle-là qui m'a fait basculer. Je me suis dit, mais j'exagère. Enfin, voilà, je donne des conseils, mais je ne fais pas moi-même. Voilà, donc à l'époque, il y a toujours eu, hein, moi, des clients publics qui m'ont demandé de rejoindre leurs équipes.
Et donc, à l'époque, il y avait un poste de cadre supérieur dans les fonctions des ressources humaines au sein du ministère du Travail, donc qui était disponible. Je travaillais pour eux comme consultante. Ils ont pas forcément trouvé leur bonheur en interne auprès de candidats titulaires, et donc ils m'ont poussée à candidater, ce que j'ai fait. Et après 8 entretiens, parce que ça a été quand même, voilà, on ne peut pas dire qu'on rentre facilement comme contractuel, notamment cadre supérieur directement. Voilà, je suis rentrée au ministère du Travail en 2006. Donc en fait, c'était un passage assez naturel, parce que pour moi, la différence, elle venait pas la différence entre public et privé, elle venait de la différence de métier, puisque du coup, je quittais le monde du conseil pour prendre des fonctions de manager que j'avais déjà, certes, dans le conseil depuis longtemps, mais des fonctions aussi voilà, opérationnelles de cadre sup en ressources humaines. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai basculé, mais je pense que j'ai jamais eu envie de travailler pour le privé. Et d'ailleurs, ce qui m'embêtait, moi, dans le privé, c'est le côté commercial ou le côté mercantile, parce que quand vous êtes dans le conseil, il faut quand même vivre, il faut vendre des missions de conseil, donc et puis il faut faire du chiffre et être rentable. Ça m'a jamais parlé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les missions, le client, et faire des politiques publiques. Voilà, par exemple, aider à concevoir des politiques publiques en collectivité, ou aider l'État à se transformer. Voilà, donc voilà. Et je regrette pas du tout d'être passée au public, même si entre-temps, j'ai fait des allers-retours, effectivement, public-privé. Et juste pour préciser ce que tu disais, Marine, effectivement, la notion de contractuel pour nos jeunes et moins jeunes qui nous écoutent ce soir, nous sommes donc des personnes qui sommes sous contrat, mais ce sont des contrats de droit public, ce ne sont pas des contrats de droit privé. Donc, nous ne relevons évidemment pas du droit du travail, mais nous relevons du droit de la fonction publique. Et ce sont des contrats, alors, pour faire simple et court, on va dire que ce sont des contrats d'une durée, alors pour les postes 2A sur des emplois donc permanents, des emplois normalement réservés aux titulaires, on est sur des contrats de 3 ans, renouvelables une fois. Voilà. Donc, de toute façon, on a une durée de vie courte dans la fonction publique, puisque c'est 3 ans renouvelables une fois. Et après, de toute façon, il faut tous les 3 ans ou tous les 6 ans chercher du travail. Alors, soit toujours dans la fonction publique, soit à l'extérieur. Voilà. Je vois Fanny qui nous dit dans le chat, Valérie, je suis consultante en cabinet de conseil et je te comprends tellement. Donc je voulais vous le Je ne sais pas partager. sur quoi elle comprend, si c'est le côté mercantile qu'elle déteste elle aussi, ou si c'est le côté… Peut-être que voilà. Marine, on passe aux 2 autres questions parce qu'on pourra enchaîner ensuite sur les questions. Je vois pas mal de questions dans le chat comme ça. Oui, ok, on va faire court. Valérie, les avantages et les inconvénients, sous-entendu, est-ce que le fait de passer les concours t'a déjà posé problème au cours de ta carrière? Ah ben oui, évidemment. Alors surtout qu'il faut aussi se remettre à une époque qui est différente de celle d'aujourd'hui. Le statut de la fonction publique a encore évolué par la loi de transformation de la fonction publique, qui est une loi essentielle, qui est la loi du mois d'août 2019, qui élargit aussi encore les pistes pour les contractuels. Mais oui, je pense que oui, j'aurais dû passer les concours, clairement. Parce que les concours ne vous empêchent pas de partir dans le privé, les concours ne vous empêchent pas de faire des métiers extrêmement différents, et Raphaël comme Pauline peuvent en témoigner. Il y a une certaine insécurité quand même, il faut le dire, de l'emploi quand on est contractuel. Tous les 3 ans, on ne sait pas. Moi, par exemple, mon premier poste, c'était un contrat de 3 ans comme DRH et directeur de l'organisation et des ressources humaines dans un service du ministère du Travail qui faisait à peu près 2000 personnes. Une semaine avant la fin de mon contrat de 3 ans, je ne savais pas si j'étais renouvelée ou pas. Alors que mon N+1 voulait absolument que je reste. Mais l'administration, dans toute sa splendeur et dans toute sa lourdeur, mettait du temps à répondre. Donc forcément, j'ai cherché du travail parce que je ne pouvais pas attendre une semaine avant de savoir si j'allais être
à la rue le lendemain ou pas. Donc, j'ai cherché et quand ils m'ont dit oui, on vous renouvelle, c'était un peu tard, je m'étais engagée ailleurs. Donc, oui, c'est compliqué quand on n'a pas passé les concours. Ça peut être compliqué si on les passe trop tard, parce qu'il y a pas mal de contractuels qui rentrent voilà, comme contractuels et qui passent les concours ou qui se disent un peu tardivement, je vais passer les concours. Et du coup, ça peut poser des problèmes de positionnement ensuite. Parce que quand vous passez un concours sur le tard, on vous fait ce qu'on appelle une reprise d'ancienneté, mais souvent, elle n'est pas suffisamment intéressante, enfin, surtout si vous avez eu des beaux postes de contractuels. Donc, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas une question forcément que de rémunération. Hein. On ne gagne pas forcément mieux notre vie en tant que contractuel. Mais voilà, il ne faut pas les passer trop tard. Si vous voulez les passer, au contraire, il faut profiter du fait d'être contractuel et d'avoir parfois 3 ou 4 ans d'ancienneté dans l'administration pour profiter des bénéfices des préparations internes à l'administration et de passer notamment les concours internes. Voilà. Mais oui, je pense que clairement, c'est pas un regret hein, aujourd'hui, parce que la vie, voilà, il faut pas avoir de regrets. Moi, quand je rencontre des étudiants et quand je fais du coaching d'étudiants aussi, je leur conseille plutôt de passer les concours. Même si aujourd'hui, on peut entrer plus facilement encore qu'hier comme contractuel dans la fonction publique, je pense que ça a quand même un intérêt, voilà, y compris d'aller-retour de carrière, d'évolution, etc. Et le statut permet de faire plein de choses, contrairement à ce qu'on croit. Et le statut des 3 fonctions publiques permet plein de mobilité, plein de métiers, etc. Donc voilà, c'est si c'était à refaire, ce serait plutôt concours. Voilà, et je voulais féliciter Raphaël sur ses 5 bonnes idées là, sur comment réussir ses concours, parce que j'ai été membre du jury de sortie de l'ENA cette année en 2020, enfin en juillet 2020. Et donc, Raphaël était peut-être enfin, moi, je ne l'ai pas eu devant moi, mais Non, vous ne m'avez pas eu. Et en fait, je me suis dit que je connais plus votre nom voilà, que moi la aussi. conférence a débuté. Voilà. Donc, je n'ai pas eu Raphaël devant moi, mais si je l'avais eu devant moi en tant que jury de sortie, eh ben, elle serait sortie très bien placée. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, éviter, et Raphaël, tu l'as dit, et Pauline, je pense aussi dans ce que tu nous as dit, évitez surtout voilà, de tomber dans le stéréotype et d'avoir vis-à-vis de vos jurys, quand vous passez les concours, mais aussi quand vous sortez après pour les écoles qui ont des rangs de classement ou autres, mais quand vous préparez, évitez effectivement d'avoir, il y a ce côté bachotage nécessaire, il y a ce côté effectivement apprentissage des fiches, des thématiques, des connaissances qu'il faut avoir minimum, mais il faut avoir toujours votre touche à vous et avoir surtout une idée de ce que vous voulez faire demain. Voilà, donc ça c'est très important. Merci beaucoup Valérie. Peut-être qu'on va prendre les questions du public. Il y a une question de Charlotte qui dit bonjour, à quel profil déconseilleriez-vous l'intégration dans les 3 fonctions publiques? Par exemple, une personne impatiente dans la fonction publique d'État, en écho au propos de Pauline. Merci pour cette conférence. Alors, qui souhaite répondre à la question, du coup nos 3 Bien intervenants. tenté. Moi, je pense que c'est pas. Je déconseillerais de rentrer dans la fonction publique, quelle que soit la fonction publique, aux gens qui ne s'intéressent pas tout simplement à l'intérêt général. Enfin, Pauline et Raphaël l'ont aussi dit, c'est-à-dire qu'on est là au service des citoyens. Alors, il y a plein d'autres métiers. Hein, dans le privé aussi, il y en a. Les avocats, par exemple, sont là, Raphaël l'a dit, au service des autres. Mais on a vraiment cette vocation-là chevillée au corps. Enfin, soit on y croit profondément. Si on n'y croit pas, c'est un peu dommage. Donc, même quand on est sur des postes de type RH, budget, finance, système d'information, etc., enfin, tout ce qui fait tourner la boutique, on est là derrière pour faire tourner une boutique qui est au service du citoyen, etc. Donc, c'est vraiment ça que je déconseillerais. C'est si, voilà. Pardon, excuse-moi. Vas-y, Raphaël. J'ajoute un chiffre, mais j'espère que c'est parlant. Il y a 5 millions de fonctionnaires en France. Honnêtement, sous réserve, encore une fois, sous la réserve qu'évoquait Valérie, il y a pas de profil à déconseiller. Enfin, encore une fois, la question de la patience, c'était quelque chose où c'était une façon de vous dire que sur des métiers de conception,
Vous voyez, la patience, c'est aussi l'acceptation du temps long, mais dans la fonction publique, et on en parlait la dernière fois avec Pauline, et voilà, peut-être qu'elle le redira, mais il y a des restaurateurs de tapis, il y a des cuisiniers, il y a des gens qui font des RH, du budget, du juridique, de l'économie, des relations internationales. Enfin, en fait, il y a tellement de métiers et il y a tellement de diversité dans la fonction publique que la question, c'est plutôt si vous pensez que ce n'est pas fléché pour vous, et qu'est-ce qui, du coup, vous intéresse pas? Parce que du coup, c'est vraiment plutôt comme ça que la question se pose, à mon sens. Mais du coup, oui, ouvert à tous. Merci beaucoup. Christiane, est-ce que tu vois d'autres questions qu'on pourrait poser à notre Justement, intervenante? et il y a une question de Caroline qui est très intéressante. Et il dit, pourriez-vous préciser, au bout des 6 ans de contrat, on ne peut plus être renouvelé sur le même poste, d'accord. Cependant, il me semblait qu'on pouvait devenir titulaire à ce moment-là. Peut-on également candidater Alors, sur d'autres postes dans les mêmes organisations? Alors, au bout de 6 ans, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez été renouvelé donc 2 fois 3 ans sur le même poste, il peut, normalement, si vous avez été sur le même poste pendant 6 ans, vous pouvez être effectivement CDIsé. Donc, vous devenez un contractuel. Vous restez contractuel. Hein. CDIsé ne veut pas dire devenir titulaire. Attention, vous restez contractuel, mais vous passez de CDD à CDI. Donc, contrat à durée indéterminée. On a évidemment ça tous en tête dans le secteur privé avec voilà, c'est le contrat classique, même si ça reste un contrat de droit public et non pas de droit privé. Donc, effectivement, et puis vous pouvez de toute façon toujours postuler effectivement à d'autres postes qui sont ouverts aux contractuels. Ça, il n'y a pas de limite, enfin, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de limite. Vous pouvez toujours postuler à d'autres postes, évidemment. Voilà, donc. Si, merci beaucoup Valérie. Et désolé Ryan, il y a juste une question pour Pauline, je pense. Et c'est une question de Nicolas qui dit: Bonjour à tous, en parallèle de ce qui vient d'évoquer Raphaël sur les qualités pour travailler dans la fonction publique d'État, quelles sont les qualités pour travailler dans la fonction territoriale d'après toi, Pauline? Merci. Je vais faire une réponse un peu de Normand, même si je suis mosellane, donc vous m'excuserez les Normands. C'est un peu comme ce qu'a dit Raphaël, c'est-à-dire que dans une collectivité, je me souviens dans ma précédente collectivité, il y a un peu moins de métiers en région, mais il y avait quelque chose comme 140 métiers. Donc, comme le disait toujours Raphaël, pour être restaurateur de tapisserie, moi j'avais ça, ou j'avais aussi des costumiers à l'Opéra-Théâtre, par exemple. Il ne faut évidemment pas les mêmes qualités que pour être DRH ou directeur des finances. Maintenant, comme on est quand même sur des concours catégorie A et A+, et on est plus ou moins quand même sur un champ un peu généraliste, on n'est pas sur des concours d'ingé, on est sur des concours administratifs. Je dirais que il y a quand même des choses qui se détachent. Et dans la fonction publique territoriale en particulier, il faut aimer les élus. Voilà, ça c'est quand même un truc. On est très proche de la décision politique. Ça dépend des postes. Moi aujourd'hui, j'y suis quasiment plus parce que la région c'est tellement grand et il y a tellement d'échelons, etc. que je passe pas ma vie avec la présidente de région très clairement. Mais par contre, en commune, oui, on est proche de la décision. Ça va peut-être un petit peu plus vite. On est un peu plus dans l'action. Enfin, en tout cas, les postes de dirigeants sont un petit peu plus dans le concret et l'action que certains postes à l'État, mais quoique, hein, parce que vous bossez en préfectoral, vous êtes vraiment dans le concret et l'action. Par contre, le truc différenciant pour moi, c'est la question des élus locaux. Voilà, vous êtes leur relais opérationnel. Parfois, vous avez des élus qui ne se positionnent pas super bien, qui essayent d'être des chefs de service. Donc, il faut parfois manager ses propres élus. Vous ne tombez pas toujours bien et vous ne choisissez pas toujours avec quel élu vous allez bosser, mais il faut aimer ça. Et puis, il y a des contraintes un peu opérationnelles. Souvent, les élus ne sont pas pros, donc ce n'est pas leur seul job. Et du coup, le soir, les conseils municipaux sont le soir. Il y a des astreintes le week-end. Enfin, il peut y avoir des choses comme ça, mais qui sont liées aussi au type de missions qui sont beaucoup plus proches de l'usager. Quand vous êtes directeur de l'éducation dans une commune, c'est concrètement vous qui gérez le fonctionnement des X. Chez nous, par exemple, dans les lycées, il y a 470 lycées à la région Île-de-France. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il se passe un truc dans un lycée, le directeur des lycées se lève et va regarder. Par contre, il doit organiser ce système d'astreinte. Donc, on est vraiment dans du service public de proximité. Donc, il faut aimer le concret, le temps un petit peu plus court, mais ça dépend de l'institution et surtout, il faut aimer les élus. Mais on les aime.
Comme je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat et qu'il est déjà 19 heures, si nos 3 intervenantes peuvent encore continuer un tout petit peu, on va prendre encore quelques questions, notamment je pense 2 ou 3 questions parce que je vois plein de questions Merci qui beaucoup arrivent d'ailleurs. dans le chat. Donc voilà, on peut se dire qu'on termine vers 19h15 et on clôture à 19h15, mais on continue à prendre quelques questions si ça vous Ok. convient. Christiane, je te laisse. Et la question suivante est de Sarah. Bonjour, je suis contractuel catégorie A dans la fonction publique d'État depuis bientôt 5 ans et on passe d'être renouvelé sur le même poste pour un CDI avec un passage en catégorie A+. Est-ce que cela vaut quand même le coup de passer des concours, sachant que les concours catégorie A+, me semblent trop difficiles et que les concours catégorie A ne me semblent pas donner accès en particulier à plus de postes qu'en étant contractuel? Alors, je vais me permettre de répondre à cette question. Donc, si effectivement, alors pardon, j'ai oublié le prénom de la, Sarah. voilà, Sarah. Sarah. Si Sarah, effectivement, vous passez bientôt en CDI parce que vous avez fait vos 6 ans là sur le même poste et qu'en plus, à l'occasion de ce passage en CDIsation, donc en CDI, vous allez passer de A à A+, vous n'avez aucune raison de passer les concours de A parce que du coup, vous allez, entre guillemets, régresser ou en tout cas, vous n'aurez pas de reprise d'ancienneté suffisamment importante pour récupérer le même niveau que votre futur grade et poste et rémunération de A+. Et d'autre part, sur les passages de concours A+, à part l'ENA, voilà, si l'ENA vous intéresse, pourquoi pas. Sinon, il n'y a pas d'autres concours très intéressants. Enfin, en profil de généraliste, hein, j'entends à l'État. Donc voilà, c'est pas forcément réfléchissez-y bien parce que préparer l'ENA, ça dépend de votre âge aussi, de votre situation personnelle. Il faut avoir du temps. Enfin, l'ENA comme tout autre concours de A+. Donc voilà, il faut après voir aussi ce que vous voulez faire plus tard. Parce qu'une fois que vous êtes CDIsé, pareil, votre évolution de carrière, mais surtout en termes de mobilité et de métier, quand je dis carrière, moi je pense pas forcément à la progression verticale, mais bien aux évolutions de métier, de changement de poste, etc. Vous avez plein de pistes d'ouvertes sans problème. Donc, ce n'est pas un frein, en tout cas, de ne pas passer les concours de A+ demain. Ça peut être un plus. Ça dépend aussi de votre âge, que je ne vous demanderai pas. Voilà, et de votre situation personnelle, de plein de choses. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément un frein de ne pas les passer. Et si vous les passez, c'est évidemment le A+, pas le A. Merci beaucoup, Valérie. Oui. Nous avons une autre question et je ne vois pas le nom de la personne, mais dit bonjour, que de la formation continue en 50 parties de carrière, notamment pour basculer du privé au public en apportant une expertise métier avec un master sur la performance d'achat public. Quelle chance à plus de 50 ans? Alors, sur les acheteurs, et Zipgrid de Profil Public connaît bien ça parce que Profil Public, voilà, c'est une plateforme qui aide le secteur public à recruter. Les acheteurs, c'est des métiers en tension. Donc, de toute façon, si vous êtes contractuel aujourd'hui et que vous avez une expertise ou une expérience d'acheteur, vous allez voir le nombre d'annonces qu'il y a sur les achats publics et on cherche des acheteurs tout le temps à l'État et peut-être aussi, je pense, dans les collectivités. Oui, oui, oui. Voilà, hein, Je hoche la tête, je dis venez chez nous, venez, venez, on vous aime voilà. les acheteurs. Le seul problème qu'on a, nous, à l'État, et dans les collectivités, les grilles de toute façon, hein, parce que les grilles de salaire sont encadrées, donc on ne fait pas ce qu'on veut, on négocie pas son salaire comme on veut. Et puis les comptables publics, hélas, du ministère, enfin de Bercy, font attention aux propositions salariales. En tout cas, le problème qu'on a, nous, avec les acheteurs, c'est que souvent, s'ils sont expérimentés, ils sont trop chers pour nous. Bon, voilà, c'est très clair. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face. C'est que nous, à l'État, on recrute des acheteurs dans le privé, contractuels, mais jeunes plutôt, parce qu'au bout de quelques années, on ne peut plus les payer parce qu'ils sont trop bien payés. Et comme c'est une expertise et une pension aussi dans le privé. Donc voilà. Après, la question sur est-ce qu'il faut rentrer dans la fonction publique à plus de 50 ans, je ne sais pas. Sincèrement, en tout cas, moi, je le conseille. Enfin voilà, mais ça, c'est ma vision personnelle. Peut-être que vous aurez d'autres réponses par ailleurs, mais moi, je ne le sens pas à cet âge-là, parce que d'abord, regardez quand même les impacts sur la retraite. Hein.
Enfin, juste, voilà. Il y a des choses qui commencent à compter à partir de 50 ans. Et puis, normalement, si vous rentrez dans la fonction publique à partir de 50 ans, vous allez être cher. Donc, peut-être que vous rentrerez plus dans les grilles de la fonction publique. Sauf sur des expertises très particulières où en ce moment, on met de l'argent. Donc, on met de l'argent sur la table pour rémunérer. C'est à travers ce qu'on appelle les contrats de projet, qui sont des nouvelles formes de contrats issues de la loi du mois d'août 2019, la loi de transformation de la fonction publique. Les contrats de projet sont des contrats qui durent de 1 à 6 ans maximum. Donc, ça peut être 6 ans d'un coup, ça peut être 3 ans, ça peut être 1 an, en fonction d'un projet donné. Donc, les projets, c'est évidemment informatique, numérique, intelligence artificielle, etc. Aux impôts, on en a beaucoup besoin, par exemple, de data scientists, data analysts, etc., etc. Mais après, il n'est pas renouvelable, ce contrat. Mais du coup, ça vous permet de faire un beau parcours sur un beau projet et d'avoir une belle expérience et d'avoir une belle valorisation de CV aussi. Et ça peut être des expertises qu'on trouve effectivement chez des gens qui ont plus de 50 ans. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue, pardon, dans la réponse. Je te rejoins sur les acheteurs, les acheteurs publics, Valérie. Et effectivement, on a pas mal de postes souvent d'acheteurs publics sur profil public parce que les administrations en demandent. Du coup, peut-être comprendre la question. Je vois Oui, Maëva qui et repose la sa question de question. Maïva est bonjour, je me permets de reposer ma question. Avez-vous de retour d'expérience des personnes qui ont préparé le concours d'attaché territorial tout en travaillant dans une collectivité en parallèle? Et avez-vous de conseils? Prépa, par exemple. Donc à l'INET, il y a 5 épreuves de 5 heures à l'écrit et ensuite il y a des oraux au nombre de 4 ou 5, je ne sais plus précisément là tout de suite, alors que les concours d'attachés sont un peu plus légers en termes de préparation, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont super simples et que c'est les doigts dans le nez tout de suite, mais c'est quand même plus gérable avec une activité professionnelle à côté. Et si vous êtes déjà en collectivité, nous on a fait ça à la région. Ce que je vous invite à faire, c'est de repérer dans vos services des collègues qui l'ont passé. Nous, on s'est organisé un système de prépa complètement en dehors des heures de boulot, voilà, où on s'est tous un peu fait passer des oraux les uns les autres. Moi aussi, j'ai passé des concours d'attachés et du coup, voilà, j'ai pu les aider et chacun se sont aidés. En fait, tous les ans, ou tous les 2 ans, plutôt ceux qui l'ont eu la fois d'avant aident les nouveaux. Donc, faites-vous connaître. C'est une ambition qui sera toujours bien vue de toute façon. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà, il y a quand même beaucoup de documentation, de livres très bien faits pour le concours d'attaché. C'est un petit peu plus accessible en termes de documentation que les concours A+. Là, je ne suis pas du tout en train de décourager ceux qui veulent passer les concours A+. Je dis juste que c'est un investissement important et qui, pour moi, par exemple, peut pousser la personne à souhaiter attendre d'avoir fait 4 ans pour passer le concours en interne et pour pouvoir du coup bénéficier d'une préparation spécifique où les personnes sont détachées sur temps de travail pour pouvoir faire cette préparation. Alors que le concours d'attaché, c'est un peu plus léger en termes d'épreuves. Du coup, c'est plus compatible avec la vie professionnelle. Mais ça reste mon avis. Merci. Peut-être on a une autre question. C'est une question de Salomé qui dit, excusez-moi, je repose aussi mes questions. Je ne sais pas trop si j'ai ma place ici. Je suis en L3 droit avec une majorité des matières privatistes, mais j'aimerais savoir si un master en droit social, droit du travail, permet un accès à des métiers de la fonction publique hospitalière. J'étais en train de répondre en fait à Salomé par le chat parce que je ne savais pas si on aurait le temps de reprendre sa question. Je finis juste la question Pardon. pour tout le monde. Et désolé, y a-t-il que le métier du directeur d'hôpital dans ce secteur? Y a-t-il un secteur juridique, public ou RH dans la fonction publique hospitalière? Et de manière plus générale, le master droit social peut-il mener à d'autres fonctions dans les 3 types de fonctions publiques? Peut-être qu'on peut répondre à ces questions. Du coup, moi, j'avais répondu par le chat. Oui, Ah, alors, ok. bonsoir Salomé. Effectivement, il y a des métiers juridiques dans la fonction publique hospitalière. Il y a tout type de métiers dans la fonction publique hospitalière. Oubliez le métier spécifique de directeur et les métiers liés aux soins.
tous les métiers voilà, liés aux soins. Mais après, vous retrouvez tous les métiers comme dans une autre collectivité, comme à l'État. Il y a les acheteurs, il y a des RH, il y a du juridique, voilà, il y a du contentieux, il y a tout ça. Effectivement, si vous avez fait que du master droit social, donc très spécialisé droit du travail, c'est un peu compliqué. Mais comme vous avez fait du droit de la fonction publique, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas tenter des choses et notamment en matière RH. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder sur la fonction publique hospitalière aussi. Vous me permettez juste un mot? Moi, j'étais en fac de droit et c'est une question que je me suis posée. Je me suis longtemps dit qu'il fallait absolument que je m'oriente en droit public pour aller travailler dans l'administration. Et je réalise qu'à la direction de la diplomatie économique où je travaille, j'ai des collègues qui sont contractuels et qui sont avocats et qui ont travaillé en droit privé et droit des affaires. Et en fait, on a trop tendance à se dire le droit privé, c'est pour le secteur privé, le droit public, c'est pour le secteur public. Mais notamment dans les directions qui sont en lien avec les entreprises, direction générale des entreprises à Bercy, direction de la diplomatie économique au Quai d'Orsay, dans une certaine mesure. Et puis en fait, au ministère de l'économie en général, vous avez aussi des gens qui élaborent le droit bancaire, le droit boursier. Donc enfin, voilà, on n'est pas sur du droit social, mais je revenais juste sur ce point-là. Ce n'est pas aussi étanche que ça. Pour tous les gens qui sont en fac de droit et qui sont en droit privé, vous pouvez tout à fait aller travailler dans la fonction publique sans avoir à faire une réorientation. Simplement, vous serez, comme le dit Valérie, plutôt peut-être sur des postes de contractuels de spécialistes, sauf si vous avez à ce moment-là élargi la palette des matières préparées pour préparer des concours qui, eux, ne se composent pas exclusivement d'épreuves de droit. Et les plus grands spécialistes de droit du travail sont au ministère du Travail. Sont pas dans le privé uniquement. Voilà. Merci en tout cas pour cette note positive, Raphaël. Et en tout cas, on espère qu'on a répondu à pas mal de questions. Alors, je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. On essaiera en tout cas d'y répondre au fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas sinon aussi à nous contacter. Tout à fait, on peut y répondre sur notre boîte contact @profilpublic.fr. On peut vous l'indiquer dans le chat. Mais en tout cas, merci à tous. Et je vais laisser le mot de la fin à Ryan pour la prochaine webconférence avant de clôturer cette webconférence. Bien, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on a pu répondre au maximum aux questions que vous posez. Merci à Valérie, Raphaël, Pauline d'avoir accepté notre invitation et merci à Profil Public aussi de nous avoir aidé à organiser. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une webconférence que vont animer Anna Pistenon et Sarah Willman. Donc les thèmes sont l'égalité des chances au sens large. Donc rejoindre le service public, avons-nous tous les mêmes chances? Et voilà, merci encore à vous tous. Et merci à tous et encore un grand merci à nos intervenantes. Merci à tous. À bientôt. À bientôt dans la fonction publique territoriale, bien sûr. Merci. On vous attend tous dans la fonction publique. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à tous, merci.